Et surtout, un grand, grand, grand merci d'être ici présent pour accompagner Claire Delepeau durant cette rencontre et cet échange. Et ce merci, je le dis vraiment du fond du cœur parce que les conditions sont tout à fait particulières, vous le savez. Vous êtes déplacés, vous acceptez d'être ici masqués. Nous aussi, on va essayer d'articuler derrière nos masques pour que tout le monde comprenne. Mais votre présence est vraiment un cadeau et également un signe très fort et très positif. Et je trouve que ça nous aide à surmonter un peu ce temps tout à fait particulier dont nous allons parler et sur lequel nous allons échanger tout à l'heure avec Claire Delepeau. Je voudrais également remercier Christophe Weller qui, par son action, nous permet de toucher d'autres personnes. Donc, quand je dis toucher, c'est voilà, sans risque, qui pourront nous suivre via Facebook. Et finalement, il faut inventer. Et voilà, il faut, dans cette période, être inventif. Et puis évidemment, je voudrais surtout dire un grand merci à Claire Delepeau d'être chez Artaud, dans cette salle qui est d'ailleurs très, très belle en ce moment. Hein. Vous pourrez regarder attentivement les dessins de Messina. Alors, Claire Delepeau, vous avez, et c'est une chose vraiment importante, écrit ce livre intitulé « Les choses importantes, faites confiance à votre boussole éthique » paru chez Payot. Je ne vais pas faire l'exégèse de votre parcours. École des hautes études de commerce, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, des entreprises à dimension internationale. Vous avez également décidé d'approfondir de grandes questions en suivant des études poussées en philosophie. Vous avez fondé un cabinet de coaching parce que vous êtes coach professionnel et dont l'intitulé est plus qu'intéressant, Terre de sens. J'espère que ce soir, cette salle sera à sa façon une terre de sens aussi, avec un sous-intitulé que j'aime beaucoup, Pour un développement humain durable. Et vous nous offrez ce livre qui, pour moi, a été salvateur, parce que je l'attendais, j'avais reçu les épreuves, d'ailleurs il devait paraître au mois de mars-avril, et puis bon, est arrivé ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il y a eu le confinement, donc ce sont les épreuves de ce livre qui m'ont accompagné durant ce confinement, et j'avoue que j'avais énormément de mal à lire, comme beaucoup d'ailleurs de mes collègues également, de romans, mais cet essai, qui est à la fois un essai philosophique, une réflexion sociologique, un guide également, m'a apporté un souffle. Et là, je vous dois un grand merci. Et je l'ai lu aux côtés de Pascal et de Montaigne, donc c'était un bon rythme de lecture. Et j'aimerais savoir de quoi est née l'intention de ce livre, hein, et si ce livre avait dû être écrit après le confinement ou avec l'expérience du confinement, aurait-il été différent? Alors je précise juste une chose, c'est que nous avions voulu nous glisser dans une phrase qui est importante et qui motive cette rencontre, qui est se repenser dans le monde à venir. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du point de départ de ce livre Avec grand plaisir. Donc, merci Karim, merci à Claire qui doit être à l'extérieur de la salle, directrice de la librairie Artaud. Je vous remercie vraiment infiniment tous les deux parce que vous m'avez soutenue depuis, donc effectivement, avant même que le livre paraisse. Et je crois que quand on est une jeune auteure comme moi, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que d'avoir, en l'occurrence, son premier lecteur, à savoir vous, Karim, qui un jour m'avait laissé un message extrêmement émouvant. Et que pouvais-je rêver de mieux, finalement, que ce retour très élogieux sur mon livre. Voilà.
Je remercie également les témoins qui ont participé à l'aventure de ce livre et qui, s'ils le souhaitent seulement, puisque pour être cohérent avec ce que je vais annoncer après, je vais parler de liberté, donc qu'ils se sentent libres de s'exprimer s'ils le souhaitent, et uniquement s'ils le souhaitent, bien sûr. Mais en tout cas, je les remercie parce que ça a fait partie des choses extrêmement importantes pour moi que de les interviewer et de finalement trouver du courage aussi à travers leurs témoignages. Alors le point de départ, il y aurait évidemment plusieurs manières d'aborder ce point de départ, mais je crois qu'une chose importante pour moi, c'est la liberté. Si nous sommes ici ce soir, tous ensemble, si je peux m'exprimer relativement librement là maintenant, et vous j'espère aussi, eh bien c'est parce que d'autres avant nous ont œuvré pour que cette chose soit possible. Que nous soyons libres d'être dans un pays en paix, ce qui est le cas finalement depuis assez peu de temps à l'échelle de l'histoire de l'humanité. En particulier quand, en tant que femme et en tant que femme libre, je prends la parole devant une assemblée publique, j'ai cette pensée pour un personnage de l'histoire qui s'appelle Olympe de Gouges, que peut-être certaines et certains d'entre vous, je l'espère, connaissent. Et donc cette femme de lettres qui a vécu pendant la Révolution française a écrit le droit, enfin a participé à l'écriture de la déclaration du droit de la femme et de la citoyenne. Elle a écrit notamment les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune. Alors il s'agissait bien sûr de la tribune politique, mais finalement, à l'époque, les femmes avaient assez peu l'occasion de prendre la parole en public. La chose leur était plutôt interdite. Voilà. Donc, quand je prends la parole dans ce cadre-là, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont permis que ces choses soient possibles. Et le point de départ de l'écriture du livre, donc en juillet dernier, puisque c'est en juillet que j'ai commencé à l'écrire, c'était cette réflexion, finalement. Que faisons-nous de cette liberté si chèrement acquise par nos ascendants ? Alors, point de départ, si on s'en souvient, pour les Grenoblois qui étaient là au mois de juillet, nous étions en pleine période de canicule. Une période de canicule assez exceptionnelle, je pense, inédite sur le plan historique et sur le plan grenoblois aussi, sûrement. Et du coup, je me disais comment continuer à bien vivre dans ces conditions, si on devait vivre avec un tel niveau de chaleur au quotidien, 40 degrés dans les rues de Grenoble, c'est relativement invivable en fait. On ne peut pas travailler vraiment dans de bonnes conditions. Donc je me faisais cette réflexion que finalement, le mode de vie que nous avons actuellement et auquel nous sommes habitués, il est peut-être fragile. Et je pensais à la liberté, notamment parce que je me faisais cette réflexion qu'en effet nous sommes en paix, mais que tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans le monde en lien avec le réchauffement climatique, eh bien, ce sont des mouvements de population, des guerres climatiques, et qui sait pour combien de temps nous sommes encore dans un pays qui vit en paix. Voilà, donc je me disais, la liberté est fragile, et si on prend conscience des choses importantes pour nous, et pour moi en l'occurrence cette liberté, de choisir ma vie, et de vivre en accord avec ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je suis prête à faire finalement pour défendre cette liberté ? Et au fond, le confinement, alors évidemment le confinement, je n'avais pas du tout anticipé des menaces du type de celles qu'on traverse actuellement, les menaces sanitaires, mais finalement c'est une expérience de privation de liberté pour préserver le bien commun, pour préserver la santé, mais néanmoins, cette expérience nous montre que nos acquis sont fragiles. Et la liberté en l'occurrence. Voilà. Donc, si je reviens sur l'intention du livre, est-ce que j'aurais écrit différemment ? Alors, probablement oui, parce que là, c'est tellement énorme ce qui nous arrive que j'aurais, je pense, en tout cas, eu moult fois l'occasion de citer ce qui nous traverse. Par contre, je pense qu'en termes de séquençage du livre, j'aurais gardé exactement la même chose. Parce que le but du livre, c'est quoi ? C'est prendre conscience de ce qui est important pour nous. Donc, j'ai intitulé la première partie « Se réveiller ». Bon, je pense que le confinement a été pour un certain nombre d'entre nous une occasion de réveil. Après, le deuxième mouvement, c'est la tentation de rester couché. Et je pense que c'est tous les freins au changement, en fin de compte.
tout ce qui peut entraver notre volonté de prendre un chemin une fois qu'on a décidé qu'on voulait prendre ce chemin. Et je trouve que l'après-confinement nous montre que même si on a pris conscience de certaines choses, les mettre en œuvre, ça peut être difficile. On retombe vite finalement dans nos habitudes, pour ne parler que de cet obstacle. Voilà. Et le troisième mouvement, c'est se lever. Donc, malgré les difficultés, franchir des pas, y aller, sachant qu'on ne sera pas facile. Et donc, il nous faut trouver des solutions pour, ça on va en parler, pour s'encourager dans l'action. Voilà. Donc, l'intention du livre, c'est prendre le risque de s'engager dans l'action, une action qui fait sens, même si ça n'est pas facile. Et c'est, je crois, quand même ce qu'on peut dire un peu en ce moment, ce n'est pas facile. Alors, page 235, il y a une forme de conclusion, mais comme toute conclusion qui se respecte, ouvre énormément et surtout rappelle ce qui, pour moi, est le plus important dans le livre. On va voir. La vie qui nous échoit n'est pas brève, nous la rendons brève. Elle ne nous fait pas défaut, nous la gaspillons. On est vigilant quand il s'agit de conserver son patrimoine, mais dès qu'il s'agit de prendre son temps, on est particulièrement prodigue du seul bien qu'on s'honorerait à garder jalousement. Qu'est-ce qui te garantit d'avoir encore du temps devant toi ? Il est bien temps de se mettre à vivre au moment précis où il faut s'arrêter. Rien n'est moins propre de l'homme surmené que de vivre. Et ça, c'est une citation de Sénèque. Et il y a un autre personnage de votre livre qui prononce une phrase très importante sur la vie. Alors, quand je dis personnage, c'est qu'il s'agit d'un de ses témoins. Quand l'inspiration m'abandonne, je suis dans l'impasse, c'est la mort. J'ai dans l'idée que mon corps est comme composé de strates intérieures. La nuit, dans ces moments où personne ne peut me sauver que moi-même, je prie, en quelque sorte, pour que cette énergie revienne. Je descends en moi-même pour aller toucher l'or, pour convoquer cette énergie qui me lâche, pour faire émerger des énergies qui m'ont déjà sauvé. Et souvent, le lendemain ou sur le lendemain, je m'aperçois qu'elle est revenue. Alors, je remercie la vie de m'avoir entendu. Donc, c'est Pierre Gaudu qui est artiste et qui dit cette phrase très forte et je remercie la vie de m'avoir entendu. Et j'ai l'impression que dans ce livre, ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre que c'est cette vie-là qui doit toujours triompher. C'est-à-dire, en fait, l'énergie que l'on veut bien donner à nos intentions, à nos valeurs, là est tout l'essentiel. Et finalement, tout le reste n'a pas énormément d'importance. Est-ce que c'est une chose... est-ce que ces passages sont pour vous terre de sens ou... Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, Karim. Mais effectivement, si on prend ce point de la vie, alors c'est une chose que je pense sur laquelle je reviendrai, mais souvent, un signe que la vie a triomphé, c'est la joie. Voilà, quand on finit par atteindre son but, trouver l'or en soi, je suppose, Pierre, que quand tu touches ça, alors la joie revient, parce qu'évidemment, la joie, elle n'est pas toujours là. Mais elle est un signe, je pense, par moment en tout cas, que nous sommes au bon endroit. Et elle est souvent au point de convergence, justement, de ce qui fait sens pour nous et de ce qui nous fait du bien aussi. Moi, j'ai envie de revenir sur la citation de Sénèque. Évidemment, je l'aime beaucoup, puisque je l'ai mise dans mon livre. Mais elle me paraît centrale et surtout, elle parle d'un sujet de société et d'un point extrêmement important. Il nous parle du temps. Il nous dit... Le temps est précieux et finalement, on a l'impression qu'on a la vie devant nous, enfin, surtout quand on est jeune, mais je pense même quand on vieillit sûrement. Et donc, que faisons-nous de ce temps précieux qui nous est alloué ? Finalement, l'expérience du confinement qu'on vient de vivre nous rappelle que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, prendre conscience du caractère éphémère potentiellement du temps et donc se poser la question du bon usage du temps, parce que la phrase qu'il prononce, enfin qu'il écrit avant ça, c'est « La vie est généreuse avec nous, elle nous offre la possibilité de faire des grandes choses, à condition que nous en fassions bon usage. » Donc derrière, il y a la question éthique. Comment bien vivre ce temps qui nous est alloué ? Et puis ensuite, il dit une troisième chose.
il dit que rien n'est moins propre finalement à l'homme pressé que de vivre. Et finalement, je pense pour beaucoup d'entre nous, on peut être dans des périodes ou même carrément dans des vies où on passe notre temps à courir et où on ne s'appartient plus. Donc il y a vraiment la question d'arriver à s'extraire, comme ce soir. Et d'ailleurs, je vous remercie tous et toutes de vous être déplacés. C'est pour moi le signe qu'il y a une volonté de prendre juste un peu de temps pour penser. Parce que si on ne prend pas le temps de penser et de réfléchir à des questions de fond, alors on est en mode pilotage automatique. Voilà, on agit de manière quasiment mécanique. Et si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, s'il n'y a pas de temps pour penser vraiment aux conséquences, alors il n'y a pas vraiment d'éthique, ni probablement de sens. Donc c'est quand même un point extrêmement important. Et puis le deuxième point, voilà, que vous avez évoqué, qui est autour de l'amour de la vie. Et ça, je pense que c'est la plus grande des sagesses que d'aimer la vie. Et donc sur ce point, j'aimerais que Aude, qui est ici devant nous, donc Aude qui fait partie des témoins du livre et que j'avais interviewé avec son compagnon Émilien, parce qu'à un moment donné, ils vivaient à Paris. Ils ont eu envie de vivre autre chose, de se rapprocher de la nature, de quitter l'asphalte pour se confronter aux obstacles, notamment à travers une année sabbatique et un voyage en mer où ils ont pu partir du Finistère pour aller jusqu'aux îles Féroé. Je ne vous raconte pas comment ça s'est passé, vous le découvrirez dans le livre. Mais j'aimerais, Aude, que tu nous lises une citation d'Antoine Saint-Exupéry de Terre des Hommes. Merci Claire. C'est une citation qui est à la fin du livre de Terre des Hommes, après un paragraphe où il évoque Syntex, son métier d'aviateur dans l'aéropostale. Et il dit ceci: « Je ne regrette rien, j'ai joué, j'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré, le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oublient pas cette nourriture. N'est-ce pas, mes camarades ? Il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime, c'est la vie. » Et de mémoire, il écrit cela à un moment donné où il pense qu'il va mourir. Voilà, il est dans le désert, ça fait des jours et des jours qu'il marche. Et il se dit, voilà, je ne regrette rien parce que j'ai aimé la vie. Et je me dis, en tout cas c'est un des sujets du livre, comment faire pour ne pas se fabriquer des nouveaux regrets si on se projette à la fin de notre existence. Sinon, quelles sont les choses absolument importantes qu'on aimerait avoir réalisées et qu'il est important de ne pas différer? Voilà. Alors vous dites, page 35, le cheminement éthique exige une lucidité et vigilance de tous les instants et de s'extraire de la caverne des illusions qui peuvent nous détourner de notre cap. Et beaucoup plus loin, peut-être l'enjeu majeur de notre temps est-il de devenir vraiment ce que nous prétendons être depuis si longtemps, des homo sapiens, des femmes et des hommes sages, invitant la mesure, la tempérance, l'éthique dans leur quotidien, des hommes et des femmes capables de se réveiller, de dire non face à ce qui va trop loin, des hommes et des femmes capables de dire oui à la vie et à ce qui mérite d'être défendu. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Faites confiance à votre boussole éthique ». Donc je ne peux pas éviter la question bateau, qu'est-ce que la boussole éthique et que devons-nous entendre par là? Parce que ce mot éthique est un terme complexe et un peu comme un palimpseste avec énormément de couches de sens. Alors ça, c'est une interrogation orale. Voilà. Boussole Merci, éthique. Karim. Alors, il y a deux choses en fait. Avoir une boussole, on a tous fait l'expérience, je pense, ça nous indique une direction, mais rien ne dit que cette direction soit bonne, ou qu'elle soit vertueuse. Donc l'idée de rajouter l'éthique à la boussole, c'est ajouter l'importance que la direction ait un sens. Et si possible, mais ça c'est toujours un pari et on ne peut pas en être certain, je ne vais pas rentrer dans les débats philosophiques sur la différence entre l'éthique et la morale, mais enfin, la question de l'éthique, c'est finalement, l'éthique, c'est avant tout une posture, une manière d'être. C'est s'interroger sur les conséquences de nos actes, c'est s'interroger régulièrement sur qu'est-ce qui est bien, sachant qu'il y a souvent différentes valeurs en tension, qu'il n'y a pas une seule réponse possible, que c'est souvent contextuel.
Donc c'est une manière de, justement, il faut s'extraire régulièrement pour se poser la question de ce qui va dans la bonne direction. Donc, boussole éthique, c'est le point de convergence entre les deux, hein, une direction qui fait sens. Et le pari du livre, le pari de l'éthique, le pari d'adopter cette boussole éthique, hein, c'est, de mon point de vue, le fait que quand on fait des choses qui ont du sens, de notre point de vue, pour le monde, souvent, ça nous fait du bien aussi à nous. Donc, il y a quelque chose de vertueux à être vertueux. Ça, c'est en lien avec mon sujet de recherche en philosophie, hein, sur les liens entre vertu et bonheur. Je me disais, mais ils racontent ça, les philosophes de l'Antiquité. Est-ce que c'est vrai? Ça marche, ça, vraiment? Bon. Bon, depuis, ça a été modélisé, théorisé par plein d'approches psychologiques. Hein, et effectivement, on voit qu'en gros, ça fait du bien de faire ce qu'on estime être bien. Donc, il y a quelque chose de vertueux. Et encore une fois, ce qui montre que notre boussole nous amène plutôt au bon endroit, c'est que il y a souvent une satisfaction profonde, voilà, à s'engager dans une direction qui fait sens, à suivre notre boussole éthique. Et encore une fois, l'accusé-réception qu'on est au bon endroit, souvent, c'est la joie. Mmh. Voilà. Alors, il y a une phrase qui est très importante dans ce livre. Ouais, elles sont toutes très importantes, mais celle-ci, je la garde. Pour moi, je aussi très l'auteur. C'est une certaine Anne qui dit « Je marche à ma parole ». Et... Je marche ma parole. Ah, je marche ma parole. Ça veut dire je fais ce que je dis, c'est une autre manière de le dire. Et j'avais l'impression que c'était une phrase qui indiquait exactement la voie à suivre. Il y a également Gilles, un jour, qu'il accompagne un travailleur immigré dans un café. Tout le monde se tait au moment de leur entrée, dévisageant l'homme à ses côtés comme un intrus. Gilles est touché et marqué par cette scène. Il a alors envie de leur dire « Ne voyez-vous pas que c'est mon père, mon frère en solitude. Avant vouloir, il y a s'émouvoir, me dit-il. Le poids des déterminismes ne constitue point une grille de lecture univoque. » Est-ce que vous pourriez parler de ces témoins que vous avez rencontrés, de ce qu'ils vous ont enseigné, de quelle manière ils vous ont montré la nécessité de cette éthique dans la vie? Et également, on pourra glisser sur la grande question, c'est savoir est-ce que tout le monde peut trouver sa boussole éthique? Et puis j'aimerais aussi que vous nous parliez, parce que là, il ne peut pas être là, d'un personnage qui me paraît important pour vous, qui s'appelle Haïdar. Voilà, je vous laisse. Oui. Alors, je vais essayer de répondre à peu près dans l'ordre. Une chose qui me paraît importante dans ces rencontres avec ces témoins, c'est que, et c'est ce que les passages que vous citez illustrent, hein, je pense, c'est qu'ils essaient de suivre un cap, de suivre leur boussole, voilà, ce qui a du sens pour eux, et ce n'est pas toujours évident. Alors, il y en a qui sont d'ailleurs plus ou moins en fonction des moments en capacité de le faire, mais je crois que ce qui les caractérise tous, c'est une grande persévérance dans la volonté de suivre ce qui est important pour eux, et qui se traduit, enfin en tout cas je l'ai ressenti pour beaucoup, hein, il y avait beaucoup de passion et cet amour de la vie, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était toujours l'amour de la vie, il ne le formulerait peut-être pas comme ça, n'est-ce pas Gilles? Je ne sais pas. Mais un attachement très fort à quelque chose d'extrêmement important et probablement à une cause qui les dépasse, voilà, et qui du coup qui donne sens, quoi, voilà. Haïdar, par exemple, donc Haïdar, c'est Haïdar El Ali, il a été ministre de l'Environnement du Sénégal de 2012 à 2014. Il occupe aujourd'hui encore des responsabilités au Sénégal. Il est responsable de l'agence de reforestation. D'ailleurs, il est possible qu'il nous suive là actuellement du Sénégal via Facebook, je ne sais pas. Et cet homme est, comme la plupart, enfin comme tous les témoignages de ce livre, hein, mais je l'ai trouvé extrêmement inspirant. Et lui, il est animé d'un amour pour la nature qui est contagieux. Voilà, quand il en parle, c'est fantastiquement inspirant. Et donc, dans le livre, il raconte lui aussi les étapes de la vie qu'il a traversées. Il n'a pas toujours été en accord avec lui-même. Il a eu des périodes de déclic et des moments qui l'ont aidé à se rapprocher de ce qui était important pour lui. Et en effet, une des choses qui le caractérise et qui fait qu'il est arrivé à mobiliser énormément de gens au Sénégal pour œuvrer à la reforestation, puisque c'est l'une de ses missions, hein.
Il œuvre à la reforestation de la mangrove et il a réussi à mobiliser plus de 100 000 Sénégalais sur plusieurs années pour planter plus de 150 millions de pieds de mangrove. Comment fait-il? Eh bien, il me disait, et je le sais puisque beaucoup de gens m'en ont parlé, il fait ce qu'il dit. Il est intègre et il va sur le terrain, il plante avec les gens, il dit on fait ensemble. Voilà. Il marche sa parole. C'est ça. Et d'ailleurs, il dit que quand on est écologiste, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait arrêter de parler et on devrait aller, entre autres, pas seulement, planter des arbres, enfin, agir. Très bien. Alors, il y a on reviendra sur d'autres questions, mais il y a un schéma un peu kantien pour moi dans ce livre, c'est-à-dire qu'on comprend que pour être libre, il faut déjà avoir tout à fait conscience de ses valeurs, s'inscrire dans ses valeurs et être une sorte, enfin humainement, être l'objet absolu de résonance de ses valeurs. Et cette question de la liberté, finalement, c'est aussi ce que recherchent beaucoup de vos témoins, où ils essaient de se libérer de quelque chose, ils essaient d'aller vers un autre moi, quelqu'un qui serait plus en phase avec ce à quoi ils aspirent, mais aussi avec le monde, parce que finalement, ce que l'on remarque, c'est que tous tentent d'améliorer, certes, leurs conditions, mais aussi le monde qui les entoure, par résonance. Alors, selon Boris, page 98, être libre, c'est être capable de ne pas répondre de manière impulsive et conditionnée par la colère, le désir ou l'indifférence, c'est-à-dire de pouvoir répondre de manière juste et appropriée aux situations qui se présentent. Le chemin de transformation intérieure fut long pour Boris, pour passer de tous tes problèmes à être créatif, inventif, joyeux. Aujourd'hui, tout est occasion de laisser s'exprimer sa créativité naturelle et d'agir de manière constructive, positive pour soi et autrui. Alors, je ne parle pas de ces personnes que vous côtoyez au quotidien et qui posent des grandes questions professionnelles, etc. J'essaie d'aller plus loin, plus en profondeur, et sur cette question qui est, c'est-à-dire pouvoir répondre de manière juste et appropriée aux situations qui se présentent. Et c'est un peu ce que vous vouliez donner comme voie, comme direction, dans l'intitulé « Se repenser dans le monde qui arrive ». Alors, peut-être que vous avez des choses à dire là, parce que cette expérience du confinement, ça pouvait être très différent d'un individu à l'autre. Ça pouvait être l'immobilisme, c'est-à-dire la paralysie totale, la peur, ou ça pouvait être l'immobilité, c'est-à-dire un moment d'introspection et d'approfondissement. Il y a également des questions qui se posent et qui sont aiguës. Nous sommes sortis du confinement. Un certain nombre de personnes ont imaginé que le monde ne pouvait plus être comme avant, en tout cas qu'il fallait que quelque chose se passe. Et on est aujourd'hui, alors effectivement plein d'espoir, de joie. Nous sommes ici ensemble, donc cela dit quelque chose d'extrêmement puissant. Mais il y a une nouvelle guerre au Caucase, il y a probablement des souffrances que nous ignorons parce que vivre la situation sanitaire en Inde, c'est pas tout à fait la même chose que... Et encore, on n'a pas besoin d'aller si loin. C'est-à-dire que moi, j'ai des cas je vois des cas précis de personnes qui ont complètement décompensé après le confinement et qui ont été obligés d'aller se réfugier dans des cliniques ou des hôpitaux psychiatriques. Donc, alors, cette question que vous posiez ou que vous vouliez comme un guide, se repenser, je dirais même se pourpenser, pour reprendre un terme médiéval, à l'intérieur, dans le monde et pas à l'extérieur. Il faut affronter la réalité. Mais comment on fait concrètement? Parce que vous et moi et les personnes qui sont là réussissent à s'exprimer déjà, à faire sortir, à s'émouvoir, ex movere, à exprimer quelque chose. Mais beaucoup de personnes sont coincées, sont dans une forme de difficulté réelle et une douleur.
Alors, l'avantage de citer des gens qui sont vivants et qui sont en plus dans la salle, c'est qu'on peut leur donner la parole. Donc, moi, Boris, je ne sais pas si tu auras envie de t'exprimer, mais le cas échéant, je te laisserai volontiers parler de ça, mais je peux au moins témoigner de ce que tu as partagé. Donc, Boris est mon prof de danse contemporaine. Et finalement, il m'aide à me frotter aux obstacles. Les obstacles en faisant de la danse, qui est une activité, la danse contemporaine, qui n'est pas si facile quand on démarre à 48 ans. Et je trouve que l'itinéraire de Boris, mais justement, c'est un itinéraire, mais comme d'autres personnes dans le livre, et comme moi aussi en partie, où les choses n'ont pas été simples dès le départ. Voilà, il y avait des difficultés plus ou moins importantes à affronter. Et donc, le témoignage de Boris, c'est un témoignage de transformation lente. Les choses prennent du temps. Enfin, voilà, je crois que le monde d'après, on y est en quelque sorte. Si le monde d'après, c'est le monde d'après le confinement, on est dedans. On n'est pas en révolution, donc, je crois pas. Donc, les choses vont se faire lentement. Et il y a une dimension qui peut-être n'est pas très populaire, qui est celle de l'effort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé d'une chose qui est importante pour nous et qui nous guide, eh bien, ça va être un travail de longue haleine pour parvenir à atteindre notre but. Et pour moi, le témoignage inspirant de Boris, c'est qu'il y va, c'est-à-dire que même si c'est parfois extrêmement dur, il se frotte à l'obstacle, et c'est ça dont il parle dans le livre. Je ne sais pas, Boris, si tu aurais envie de partager ou si tu préfères que j'explique ce que tu partages. Est-ce que tu voudrais prendre la parole sur ce point pour de nous expliquer ta philosophie par rapport à l'obstacle, puisque dans le livre, tu dis, en fait, des obstacles dans la vie, il y en a toujours. Alors, autant choisir les obstacles qui nous font avancer dans la direction qui fait sens. Ça marche. Oui, par rapport à la question des obstacles, après, c'est mon expérience. Je ne vais pas généraliser en disant que c'est une vérité, mais en tout cas, de ce que j'ai constaté autour de moi, dans le monde, dans ma famille, plus vastement, et au-dedans de moi, j'ai bien vu que, en fait, si on ne fait rien, admettons, on reste passif, on va avoir des difficultés, on va peut-être souffrir de telle ou telle situation. Et donc, la difficulté ou la souffrance, on ne peut pas y échapper, quoi qu'on le fasse. Et j'ai senti au fil du temps que finalement, comme il n'y avait pas d'échappatoire à ces expériences humaines, il valait mieux les affronter en allant dans une direction qui aille vers moins de souffrance, moins d'injustice, moins de fermeture d'esprit, etc. Parce que au final, ça ne change rien dans l'énergie qu'il faut déployer, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais disons que quand on est, admettons, on se comporte de manière injuste, je ne sais pas, on fait des injustices à droite, à gauche, ça va nous retomber dessus, donc on va souffrir tout un tas de situations du fait de sa propre injustice, et au final, si on développe cette énergie plutôt que de subir tout un tas de choses qui est la conséquence de ces actions injustes, on peut mettre cette énergie, bien sûr, qui va demander de franchir des difficultés, mais au final, on va se rapprocher d'une façon d'être et de vivre qui entraîne moins d'injustice, donc moins de problèmes aussi liés à ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en tout cas, j'ai senti qu'il valait mieux mettre l'énergie dans la bonne direction parce que au moins on avançait, alors que si on laisse les choses telles quelles, en fait, on en bave peut-être autant à un moment donné, mais on n'aura pas avancé d'un iota, et donc, au final, c'est tout perdant pour soi et les autres. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Boris, parce que c'est aussi un élément important du livre. C'est que souvent, ce qui nous freine dans le fait de franchir des pas importants, et c'est la peur du danger, la peur de l'échec, la peur de souffrir aussi. Or, ce que tu dis,
c'est une évidence, hein, et c'est pas très vendeur non plus, mais c'est une réalité. Vivre, c'est souffrir. Donc, quitte à souffrir, puisqu'on est embarqué dans cette aventure humaine qu'on n'a pas choisi d'être là, avec ses super bons côtés et ses côtés plus difficiles, eh bien, autant accepter les difficultés qui sont inhérentes au fait d'être un être humain déjà. Mais les difficultés, en fait, et je parle aussi pas mal de ça dans le livre, c'est-à-dire que parfois, quand on veut les éviter et qu'on rentre dans des stratégies d'évitement, justement pour ne pas souffrir, c'est-à-dire qu'on diffère, on ne fait pas les choses importantes, on ne dit pas aux personnes à qui il faudrait qu'on dise des choses parce qu'on a peur de les blesser, on a peur. Et finalement, nos stratégies d'évitement, eh bien, elles produisent quoi? Non seulement elles ne nous évitent pas la souffrance, mais souvent elles les aggravent. Donc ce qu'on voulait éviter finit par se produire. Voilà. Donc plutôt d'essayer d'éviter la souffrance, autant décider de la direction qu'on a envie de prendre, engager des pas et accepter que oui, il va y avoir des obstacles. Voilà. Et les obstacles, après, en fonction de la nature des obstacles, il faut voir comment, bien sûr, on peut les surmonter. Et pour moi, une manière de surmonter, je pense que l'expérience du confinement a quand même montré ça, l'importance d'être en lien, l'importance de partager, l'importance de la solidarité, l'importance de se soutenir, l'importance d'entendre d'autres personnes qui disent « Ah oui, toi, tu l'as fait, c'est possible alors, donc moi aussi, je peux le faire. Comment tu as fait ?» Voilà, d'être dans une forme d'entraide, d'échange, de partage, et de regarder aussi ce qu'il est possible de faire, parce que je crois que une des choses qui peut nous décourager, nous dissuader de nous engager dans des directions qui peuvent paraître parfois un peu risquées, c'est que si on écoute la radio, si on est connecté uniquement sur les médias mainstream, je dirais, ce qu'on voit, c'est pas forcément très encourageant. On peut avoir l'impression d'ailleurs qu'il ne se passe rien, qui va dans la bonne direction du monde d'après. Et je pense que ça, c'est absolument pas vrai. Il y a des tas de choses qui se font partout, qui sont fantastiquement inspirantes. Donc voilà, on peut aussi choisir à qui on se connecte. On peut choisir d'être ici ce soir en disant j'espère que ça sera le cas, que vous repartirez avec encore plus d'envie d'agir dans la direction qui a du sens. Voilà, on peut choisir ses sources d'inspiration, les moments de partage, et avec qui on a envie de travailler un certain nombre de questions, le cas échéant. Alors, ce livre, c'est un lieu de l'approfondissement sur des questions importantes, humanistes, cette question de l'éthique en règle générale. C'est aussi un livre très pratique. Et moi, j'ai quand même envie de vous demander, pour les personnes qui ne pourraient pas formuler, exprimer, parce qu'il y en a, comment concrètement réussir à se transformer et à rejoindre la personne qu'elle aimerait être, parce que chacun a peut-être un peu un rêve, mais il n'est pas toujours évident de faire croître cela. Et je pense que la question qui se pose actuellement, dès que l'on est sorti du rêve, de la formulation, parce que je crois qu'il y a aussi aujourd'hui la nécessité d'une forme d'utopie, dès que l'on est sorti du rêve, concrètement, comment mettons en œuvre, je dirais, le sens de la responsabilité, la réciprocité, comment porte-t-on ceux qui ne peuvent pas, ne serait-ce que parler juste ou exprimer, trouver les mots. C'est déjà compliqué comme exercice. Je suppose que face à un coach, arriver, alors même que je crois que vos clients sont des personnes qui ont un certain bagage culturel, intellectuel ou d'expérience. Je pense que ces personnes ont, elles aussi, déjà des difficultés à exprimer et à passer au-delà de cette frontière qu'elles espèrent franchir un jour. Mais il y a, dans notre société, on le sait, beaucoup de personnes qui sont vraiment abandonnées et qui vont probablement ressentir de façon plus aiguë ce qui se passe actuellement. Dans l'enseignement, simplement, pour ne donner que cet exemple, je
crois que beaucoup d'enseignants comprennent que cette période de confinement, elle a été terrible pour des enfants qui n'avaient pas la chance de pouvoir être soutenus, qui arrivent dans une classe supérieure avec énormément de retard, que l'enseignant, face à 36 élèves, il veut bien comprendre, c'est-à-dire prendre avec lui, embrasser, mais il n'a pas toujours la force, ni même les moyens, ni même le soutien administratif de le faire. Et je crois que ne serait-ce que sur cet exemple de la jeunesse et de la responsabilité que nous devons prendre, le concret, c'est-à-dire les moyens concrets, il va falloir très vite y arriver, parce que sinon on va créer plutôt un monde plus douloureux, enfin me semble-t-il. Moi je suis très optimiste parce que je partage l'énergie qu'il y a dans ce livre, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce que je vois autour de moi, ce n'est absolument pas possible. Et je ne peux pas non plus tout embrasser, j'aide autant que possible, mais il y a tant à faire, et je vois ne serait-ce que dans les établissements scolaires. J'ai une grande admiration pour les enseignants, et je crois qu'on ne comprend pas ce qui se passe entre des décisions, nouvelles manières d'enseigner, etc., et puis la réalité du terrain, parce qu'ils affrontent ça aujourd'hui. Alors là, je dois dire que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, Karim, parce que je pense que dans la salle, il y a des personnes qui seraient beaucoup mieux à même que de répondre à finalement comment on aide des personnes qui sont loin du questionnement, peut-être parce que déjà, elles n'ont pas les mots pour penser ces questions. Alors, je ne sais pas si Anna, qui est ici, qui est prof de lettres, qui vit, je pense, en bonne partie ce que vous dites, Karim aurait, si tu aurais envie de partager là-dessus, mais je pense que c'est une vaste question. Et moi, personnellement, je ne sais pas comment y répondre. Je peux y répondre à ma manière de coach, c'est-à-dire en disant, mais il faut déjà que la personne arrive devant moi pour que je puisse l'amener à cheminer, mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, sur ce qui ferait sens. Il faut parfois aller fouiller longtemps pour que un certain temps, 1 heure ou 2, voilà, faire émerger des choses qui font sens et qui donnent envie peut-être de se mobiliser pour quelque chose. Et puis après, bien sûr, il y a la stratégie qui, alors je pense, est la même pour tous, hein, c'est la stratégie du petit pas. Voilà, franchir des pas réalistes de séance en séance quand on est en coaching, mais dans la vie, c'est pareil. On y va de manière réaliste parce que l'idée, alors encore plus si on est en extrême difficulté, c'est de s'ancrer dans une dynamique de succès. Donc il n'est pas question de choisir des pas à franchir qui seraient trop importants, mais juste de voir quel est le plus petit pas possible qui ferait sens pour ces personnes. Mais moi-même, là, c'est vrai que je ne côtoie pas ce public en très grande difficulté, donc je ne me sens absolument pas en mesure de répondre à cette question et je comprends parfaitement que ça vous préoccupe. Anna, est-ce que tu aurais envie d'intervenir sur cette question ou ça te paraît trop vaste? Vous êtes enseignante? Oui. Vous enseignez de quel niveau? J'ai enseigné en lycée et là, cette année, j'enseigne en collège. D'accord. Donc, je reçois par exemple des petits, 6e, qui ne sont pas des 6e, puisque ce sont des CM2 qui ne sont pas allés au bout de leur cursus et qui sont effectivement complètement perdus. Et nous sommes très unis. Et en même temps, je me dis, je suis là, en phase 2, et il y a des choses à faire. Ce sont des enfants, et il y a quelque chose qui, moi, me fascine toujours chez ces jeunes-là, c'est la potentialité à découvrir, à être curieux et à aimer. Et par le biais de la découverte de beaux textes, parce que les enfants, je crois que les êtres humains aiment potentiellement peut-être aussi la beauté, qui dans tout ce qu'elle est, même pas forcément la beauté esthétique, la beauté de la rencontre en fait, avec quelque chose de potentiellement qui parle de l'être humain, qui en ça pour moi est beau. Et là, il y a des accroches qui se font. Et c'est par l'accroche peut-être, déjà, permettre l'accroche. Et après, il y a peut-être l'accueil aussi, mais voilà. Là, c'est l'art thérapeute qui parle. Et sans les mots, passer par d'autres voies et d'autres biais, et l'artistique est un biais potentiel. Je pense qu'on pourrait peut-être donner la parole au public. Vous avez peut-être des questions ou des réflexions
Ne soyez pas timide, on est là ensemble, c'est super. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ou dire quelque chose à Claire Delepeau? Est-ce que je vous ai totalement endormi, ce qui ne serait évidemment pas le but? J'espérais, je me suis dit au début, peut-être j'ai été un peu longue, je les ai peut-être endormis, mais si vous repartez réveillés, ça serait déjà bien. Madame, qui est professeure, a dit quelque chose qui me paraît, moi, qui me semble être le devoir de tous les enseignants. Cet accueil, cette responsabilité, cette compréhension, la politesse fait partie aussi de ça. Et ça doit être le devoir de tous les enseignants. Et c'est ça qui permettrait d'avoir une jeune population qui irait dans le sens de ce que dit notre auteur, notre autrice. C'est ça qui me paraît intéressant. Donc Claire, puisque j'ai posé des questions compliquées, mais vous, comment repensez-vous le monde? Alors, moi, j'aurais envie, puisque ça fait déjà 3/4 d'heure que nous parlons, de donner la parole à, si vous le souhaitez, des témoins qui sont là. Moi, ça m'intéresserait de savoir, ceux qui ont envie de prendre la parole, justement, comment vous, je ne sais pas si vous vous repensez dans cette période de monde d'après, mais en tout cas, quelle est dans cette zone de turbulence que nous traversons la boussole qui vous anime, hein, et puisqu'on est sur la question, là, en l'occurrence, de l'éducation, nous avons une autre spécialiste du monde de l'éducation, Hélène, je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole sur la boussole qui vous guide en ce moment. Merci. Donc moi, j'étais déjà dans une démarche avant le confinement de gestion de mes déchets, de comment finalement j'arrive à vivre au quotidien avec ma famille en ayant le moins d'impact sur l'environnement. Et c'est vrai que le confinement a été une période difficile, donc je travaille dans l'enseignement supérieur, donc avec une famille aussi à gérer, avec un métier très prenant, mais il a fallu faire face à toutes ces contraintes, hein, à la fois ce qu'on a envie de faire, ce qui fait du sens pour nous, mais continuer à travailler et puis à prendre soin de sa famille et gérer tout ce qui nous incombe tout le long du confinement dans des conditions compliquées. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça a encore plus de sens pour moi parce que je n'ai pas envie de laisser à mes enfants une planète détruite où j'ai pas envie qu'ils portent toute leur vie un masque dans la rue. Je trouve ça assez triste. Et j'ai envie aussi de dire aujourd'hui que ce que je fais, qui a du sens pour moi, je prends du temps pour le faire et je l'assume et c'est pas un problème. Et quelque part, je pense que trouver ce qui a du sens pour nous, ça peut être une démarche un peu compliquée, mais on y arrive. Mais assumer ce qui a du sens pour nous et se laisser du temps pour le faire, et ça c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, j'assume de prendre ce temps-là. Et je pense que c'est une démarche dans laquelle je m'épanouis et j'espère que ma famille s'épanouit aussi. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres témoins, je ne vais pas forcer la main à quiconque, qui aurait envie de partager avec nous sur la boussole éthique, évidemment, qui les guide dans cette période particulière. Gilles. Non, d'abord je voudrais dire combien j'ai apprécié le livre de Claire. Je l'ai apprécié particulièrement parce que, comme l'a dit Karim tout à l'heure, il touche à la fois des niveaux très profonds de la personne humaine, tout en développant aussi des aspects sur comment est-ce qu'on peut développer notre volonté dans le sens de nos valeurs, tout en s'affrontant aussi à la question politique. Et donc, je crois que les trois dimensions, pour moi, sont bien articulées. Pour mon expérience propre, sont intéressantes. On a des nuits personnelles, comme le disait Pierre tout à l'heure, on a effectivement des doutes dans l'action, et en même temps, on est dans un monde complexe et il nous faut agir de manière politique. Donc cette articulation entre les trois me tient particulièrement à cœur.
La deuxième chose que je voulais dire aussi, pour répondre aussi à la question de Karim tout à l'heure, qui était de dire tu es coach, mais ça s'adresse à des personnes plutôt privilégiées, que deviennent les gens qui sont touchés par la crise. En tant qu'ancien responsable de l'Union professionnelle du logement accompagné et membre du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, je suis frappé comment le thème de l'accompagnement aujourd'hui est une dimension qui prend de plus en plus d'importance. Ça rejoint un peu l'éthique du CARE et ces questions-là. C'est-à-dire que les individus, finalement, ce qui manque, c'est quelqu'un à qui parler. Quelqu'un à qui raconter sa vie, redonner sens à sa vie. Et derrière le geste de l'accompagnement, c'est moins un geste technique d'une assistante sociale classique, etc., d'accéder à des droits. Il y a aussi cette dimension de l'écoute gratuite qui permet à des gens de s'orienter et de reprendre pied dans la vie. Parce que moi, par expérience, quand on propose par exemple un logement à des personnes, eh bien, quand on a un logement et qu'on sort de la rue, c'est pas simple. Parce qu'il faut aménager son logement, il faut trouver des nouveaux ancrages, il faut trouver des accommodements avec les autres, avec soi-même, avec sortir de l'urgence. Voilà. Donc, cette dimension de l'accompagnement, aujourd'hui, elle me semble importante dans la société. Il y a des coachs, mais il y a aussi plein de gens qui font de l'accompagnement, et c'est une thématique où des professions, et le logement accompagné, justement, qui est entre l'hébergement et le logement, est le témoin de mutations sociales qui me semblent très importantes. Alors, pour répondre à la dernière question, j'arrêterai là, sur ce qui me motive aujourd'hui, effectivement, étant à la retraite, la question de la retraite, le moment de la retraite est un moment à la fois de vacances, de liberté un peu courte, qui permet finalement de revoir ce à quoi on va prêter attention, ce dans quoi on va réinvestir. Donc moi, je continue effectivement dans le domaine qui était le mien, mais aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est, pour reprendre le titre d'un livre de Baptiste Morisot, c'est les manières d'être vivant. C'est comment est-ce qu'on a des égards ajustés vis-à-vis du vivant, que ça soit les forêts, que ça soit les animaux, que ça soit la question de l'agriculture. Donc moi, je m'implique aujourd'hui dans les milieux naturalistes à Grenoble, et notamment en entomologie. Mais ce qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est de prendre la dimension de ce que Baptiste Morisot appelle la sensibilité au vivant. Je pense que, enfin, il donne dans son livre un exemple où il dit aujourd'hui un enfant américain, il est capable de décrypter 10 logos de marque, il est incapable de reconnaître 4 feuilles d'arbre différentes. Et donc derrière, sur cette question de la sensibilité au vivant, sur cette question de comment est-ce qu'effectivement la question écologique n'est pas simplement une lutte, même s'il est nécessaire contre le réchauffement climatique, une lutte pour la biodiversité, mais comment elle est aussi une capacité de se redonner un contact avec le vivant sous toutes ses formes, les manières d'être vivant, de les comprendre pour pouvoir agir. Donc je pense que là, il y a effectivement, là aussi, dans les questions qui émergent, je pense, une série de livres qui viennent de paraître sur ces questions, que ce soit celle de Vinciane Després, que ce soit Morisot, que ce soit, comment il s'appelle, Emmanuel Ecochia, etc., vont tous dans ce sens-là. On sent bien qu'aujourd'hui, émerge au-delà de la question du réchauffement, des questions qui agitent les médias, une interrogation plus en profondeur sur notre rapport au vivant et nos sensibilités. Voilà. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu de société dans la période. Aude. Aude. Sur cette question de comment est-ce qu'effectivement la question écologique n'est pas simplement une lutte, même s'il est nécessaire contre le réchauffement climatique, une lutte pour la biodiversité, mais comment elle est aussi une capacité de se redonner un contact avec le vivant sous toutes ses formes, les manières d'être vivant, de les comprendre pour pouvoir agir. Donc, je pense que là, il y a effectivement, là aussi, dans les questions qui émergent, je pense, une série de livres qui viennent de paraître sur ces questions, que ce soit celle de Vinciane Després, que ce soit Morisot, que ce soit les Ecochia, etc., vont tout dans ce sens-là. On sent bien qu'aujourd'hui émerge au-delà de la question du réchauffement, des questions qui agitent les médias, une interrogation plus en profondeur sur notre simplement une lutte, même s'il est nécessaire contre le réchauffement. Je ne me rappelle pas votre prénom. Je suis très touchée par les témoignages qu'on vient d'entendre aussi, et j'entre en résonance, notamment avec ceux de Gilles et d'Anna, sur
la place de la beauté, en fait, en tout cas de la réceptivité qu'on peut avoir par rapport à la poésie du monde aussi. Et donc, juste un tout petit témoignage à mon échelle, mais moi, j'ai vécu le confinement aux côtés de deux petits êtres de 1 an et 4 ans, pour qui les bizarreries de ce monde sont source constante d'étonnement et beaucoup aussi de jubilation. Et leur imaginaire d'enfant nous a fait notamment traverser le Pacifique pendant 2 mois, affronter les vents contraires au milieu du salon. Et voilà, cette énergie... Avec une formule magique, mais qu'il a aussi dédié, et c'est pas anodin sans doute, à un ami poète militant du mouvement de la négritude, Édouard Monique. Et il dit comme ça: si nous voulons transformer la rouille et la poussière des rêves en avalanche d'aube, qu'es-tu, toi qui comprends ce que disent les îles et qu'elles se communiquent dans la marge des mers et dans le dos des terres, dans leur jargon secret d'algues et d'oiseaux? Qu'es-tu, comparse du feu et du flux et du souffle? Qu'es-tu venu nous dire en violence et tendresse, sinon qu'à portée de la voix, à portée de la main et de la conque, à portée du cœur et du courage, parole plus loin, parole plus haut, lève l'arbre épais et l'épée espérance à flanc d'abîme, moisson vivante de la mémoire. Merci Aude. Un très beau texte, mais c'est une écriture toujours à plusieurs niveaux de compréhension, et c'est surtout sa maîtrise de la langue française qui parfois nous fait basculer. Si quelqu'un veut prendre la parole, tout le monde veut prendre la parole. Soit un témoin, soit une personne de l'Assemblée qui pourrait partager avec nous sur soit une question, une remarque, ou la boussole qu'il ou elle suit en ce moment. Sachant qu'il est bientôt... Mais je surveille l'heure, mais c'est quelque chose d'important pour moi qu'on respecte les amis. Je laisse surtout le public. Qui ou elle suit en ce moment. Sachant qu'il est bientôt... Mais je surveille l'heure, mais c'est quelque chose d'important pour moi qu'on respecte les amis. Je laisse surtout le public s'il veut s'exprimer, mais j'ai une question pour vous, en tant qu'autrice. Alors après qu'on ait entendu peut-être une dernière question, c'est une question ou intervention, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ah, très bien. Oui, moi c'était... En fait, je vous livre une réflexion à partir de cette idée de la boussole éthique. Finalement, on renvoie à la question du désir, de son désir, de ne pas céder à son désir, et que moi j'ai quand même tendance à me dire qu'il faut toute une vie pour s'y retrouver avec cette foutue question du désir, et qu'à partir de là, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi, et que comment on se débrouille avec notre inconscient, qui vient effectivement forcément rentrer des fois en collusion avec tout ça, et bon, on peut imaginer qu'en tant qu'adulte, on a quelques années derrière nous et qu'on a pu y travailler, mais je reviens à la question des jeunes, des enfants, enfin des jeunes, des adolescents, qui sont très embrouillés, qui vient effectivement forcément rentrer des fois en collusion avec tout ça, et bon, on peut imaginer qu'en tant qu'adulte, on a quelques années derrière nous et qu'on a pu y travailler, mais je reviens à la question des jeunes, des enfants, enfin des jeunes, des adolescents, qui sont très embrouillés effectivement avec la question de leur désir, mais c'est la question de l'identité, c'est la question de l'adolescence, et que du coup, je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous dites. On a envie d'y croire, on a envie d'y tendre, mais dans la réalité, c'est tellement compliqué, quoi. Et c'est tellement compliqué quand on est ado dans une société comme ça, de se retrouver avec son désir, avec qui on est, qui on n'est pas, qui on a envie. Enfin, ça a toujours été compliqué, mais ça l'est encore plus. Qui est justement, c'est très intéressant, c'est justement cette question de notre responsabilité aujourd'hui. De penser le monde de demain, enfin,
de notre volonté, de cette question de la réciprocité, de bien comprendre qu'ils ont bossé quoi, pour y arriver, enfin, pour se transcender. Et ce qui se passe aujourd'hui va nous demander à tous de travailler davantage. Alors moi j'ai juste envie de terminer, enfin peut-être après encore une dernière question avant qu'on s'arrête, mais je trouve que c'est intéressant de terminer cette intervention sur la question du désir. Parce que qu'est-ce qu'on appelle désir? Je pense qu'il y en a plusieurs formes. Il y a des désirs peut-être superficiels, des désirs de choses peut-être illimitées et vains. Là, je pense en disant ça à Épicure, qui disait qu'il y a des désirs par essence illimités, la recherche de gloire, la recherche de satisfaction immédiate, d'argent. L'argent, il en faut quand même. Donc c'est quelque chose de normal de désirer. Mais je crois qu'il y a une différence aussi. Et là-dessus, je vous recommande un livre que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Éloge du retard, d'une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Hélène Leuillet, si je ne me trompe pas. Et elle fait une analyse assez approfondie, justement, sur la différence entre les pulsions et les désirs. En tout cas, je crois qu'il s'agit là, pour ma part, en lien avec le livre, des choses importantes, d'aller creuser en nous les désirs profonds. Voilà, les désirs qui font sens, et pas forcément, oui, je peux désirer là... un verre d'eau, bien sûr, d'ailleurs c'est assez essentiel, je pense que je devrais plutôt prendre un verre d'eau plutôt que de continuer à parler. Mais voilà, il y a des choses superficielles et puis il y a des choses profondes, et effectivement, je vous comprends, madame, je vous comprends bien, je crois. Je pense que pour les jeunes, en effet, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous, c'est le travail d'une vie. D'abord, je pense que les désirs, ils évoluent tout au long de notre vie, nos valeurs changent. D'où l'importance de se re-questionner. Alors parfois, quand on ne se questionne pas, il y a des rappels, des indications, que peut-être il y a un désir d'autre chose qui demande à s'exprimer. Donc écouter nos désirs profonds, c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande de l'espace. Moi, je pense que c'est ça, finalement, ça, on reboucle avec le point du début. Il faut du temps, et pour des jeunes, j'imagine, s'extraire un peu aussi de l'hyperactivité dans laquelle ils peuvent être, de la sollicitation, des réseaux sociaux, etc., pour se poser un peu et aller finalement se confronter potentiellement à de l'angoisse, parce que quand on ne sait pas quels sont ses désirs, quand on ne sait pas, moi j'ai des confrères, ça me fait sourire parce que je me dis mais si, ils doivent bien le savoir quand même, qui me disent mais tu sais, moi je ne sais pas quelles sont les choses importantes pour moi. On peut avoir 50 ans et pas savoir ce qui est vraiment important pour soi, sauf que il n'y a personne qui peut vous le dire dans l'absolu si à un moment donné vous n'acceptez pas peut-être d'être face au vide, alors qu'il y a un peu de plein, quoi. Donc il faut accepter de prendre ce temps qui n'est pas confortable pour se poser des questions un peu essentielles. Bon, je n'aurai pas d'autres questions. J'en ai des dizaines, mais on va... Non. Mais merci Claire, parce que c'était formidable. Voilà. Et puis merci à vous tous, et vraiment merci. C'est un très, très beau moment. Voilà. Et je suis vraiment heureux qu'on ait pu créer cet événement ensemble. Voilà. Merci Karim. Et je vous laisse avec Claire, parce que vous voulez peut-être faire dédicacer le livre et lui parler. Voilà. Bon, merci à tous. Et merci Christophe pour cette retransmission. Belle soirée et belle continuation à vous dans cette période trouble, mais qui nous invite plus que jamais à garder un cap qui fait sens. Voilà. Merci.